Comment on est passé de Hülkenberg fait le meilleur move de sa carrière à on vend une partie de l'écurie au Qatar parce que c'est cher la F1 en fait. Ce commentaire résume parfaitement l'histoire jusqu'à présent d'Audi en Formule 1 et pourtant l'écurie allemande n'a pas encore posé une roue sur la piste. Il y a un petit peu plus de 2 ans, Audi a annoncé son arrivée en catégorie Rennes à Spa-Francorchamps, une première dans son histoire. La marque Osano a gagné partout où elle est passée. Il est temps de s'attaquer au défi de la Formule 1. Et alors du coup, à la Formula One Management, mais on est ravis parce que Audi rachète une écurie existante, ce qui permet de renforcer la qualité du plateau existant de la Formule 1 et donc de vendre potentiellement des grands prix un petit peu plus chers sans avoir à partager en plus les recettes dans le cas où il y aurait une 11e écurie. Et puis bon, Audi c'est un constructeur mondialement connu, c'est solide, s'il rentre en Formule 1, c'est pas pour jouer les seconds rôles, donc ça a donné de l'action, ça a donné du spectacle, parfait pour le produit Formule 1. Sauf que aujourd'hui, et depuis quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, l'histoire est bien loin de celle que l'on attendait à l'origine. On n'attendait peut-être pas non plus un Mercedes 2014, mais plutôt une écurie sérieuse, capable d'être dans le coup rapidement, ça en prend pas du tout la tournure pour le coup. Là, on parle d'un projet qui bat de l'aile avec un changement de management. On cherche déjà une porte de sortie pour ne plus être en Formule 1 potentiellement. On n'est pas très rassuré sur le développement du moteur. Et en plus de ça, l'écurie de course actuelle est catastrophique. Sauber, là, c'est abyssal ce qui se passe. Bref, vous l'avez compris, le doute entoure de plus en plus cette entrée d'Audi en Formule 1. En témoigne le choix de Carlos Sainz d'aller chez Williams plutôt que de signer un méga contrat chez eux. Tout cela est aujourd'hui renforcé par le fait que Audi, qui a racheté Sauber à 100%, veut déjà revendre des parts, ce qui de prime abord paraît alarmant. Bon alors la question est bateau, pas spécialement bien posée de ma part, je le reconnais, mais sans forcément trop se renseigner, vous êtes probablement 87% à penser que oui, Audi a effectivement sous-estimé le défi que représentait la Formule 1. Ça sent pas bon. Et on n'a même pas encore plongé les mains dans le cambouis, d'accord? L'histoire est évidemment bien plus complexe et on peut parfois trouver quelques ressemblances avec une autre écurie déjà présente sur la grille et c'est pas un compliment. Alors est-ce que Audi est vraiment un projet qui bat de l'aile, voire peut-être pour certains est mort-né? Pourquoi Audi cherche déjà une porte de sortie et pourquoi on n'a pas du tout l'impression de voir une marque arriver avec beaucoup de force comme on s'y attendait? On va essayer de répondre un petit peu à tout ça et c'est complexe mais c'est très cool. Bon, avant de rentrer dans le pourquoi du comment ça commence vraiment à puer la merde chez Audi, il faut repartir à zéro et se rappeler pourquoi Audi a voulu entrer en Formule 1. On remonte à la fin des années 2010, donc en 2018-2019, la Formule 1 bosse sur un nouveau règlement, de préférence un règlement moteur. À l'origine, le règlement 2022 de Formule 1 et la révolution aérodynamique que l'on a eue, c'était pas du tout le premier choix du sport. On voulait d'abord faire un nouveau règlement moteur. Sauf que bon, les motoristes sont arrivés, là, eux ils ont dépensé 2 milliards de dollars pour les moteurs hybrides actuels, donc du coup ils ont catégoriquement refusé. No, God, please, no! 2 milliards pour utiliser ce moteur hybride seulement 8 ans, oui ça fait un petit peu peu. Donc la F1 est partie sur un règlement aéro pour tenter d'améliorer le spectacle en piste. Alors juste c'est plutôt réussi, je trouve, pour le coup. Je vois pas comment on peut dire que c'était mieux avant. Les batailles en piste durent plusieurs virages, voire plusieurs tours, ce qui était tout simplement pas du tout possible, sauf à de très rares occasions avec le règlement précédent. Par contre, oui, les voitures sont des paquebots, pas du tout agiles et ça freine pour le coup la bataille en piste, mine de rien. Mais c'est un peu mieux qu'avant. On a donc eu notre révolution technique en retard d'1 an à cause du Covid, donc en 2022 et pas 2021 comme c'était prévu à l'origine. Et petit à petit, l'horizon 2026 a pointé gentiment le bout de son nez. Objectif, remettre la Formule 1 à la pointe de la technologie concernant la motorisation d'une voiture afin d'attirer de nouveaux constructeurs automobiles dans la catégorie reine du sport automobile. Oui, plus on est de fous, plus on rit. Les premières esquisses arrivent, une chose est sûre, l'une des grosses barrières à l'entrée en Formule 1 pour un motoriste, c'était le fameux MGUH. Alors le MGUH, c'est le moteur générateur situé entre la turbine et le compresseur qui compose le turbo d'une Formule 1. Globalement, ça sert à faire tourner le turbo tout le temps, vite, pour éviter un turbo lag et ça suralimente le moteur thermique dans le même temps
À grande vitesse, on a aussi un vrai gain puisque l'air qui rentre dans la turbine permet de recharger le MGUH et globalement, c'est cet élément qui récupère le plus d'énergie sur la voiture pour remplir les batteries aujourd'hui en Formule 1. Le MGUH, c'est stylé. Alors, le MGUH ne trouve que très peu d'intérêt pour une utilisation sur la route. On en a eu quelques-uns, je crois, sur des moteurs AMG chez Mercedes, mais ils sont ridiculement petits et servent principalement pour annuler un turbolag. La techno de la F1 sur la route, bof en vrai. Hein. Sauf la MG1 évidemment, mais est-ce qu'elle s'adresse à vraiment monsieur tout le monde? Ça pousse. En revanche, pour la course automobile et en particulier pour des moteurs hybrides de voitures de course, c'est un élément qui est incroyablement utile et efficace de fou malade pour le coup. Hein. Le problème, c'est que c'est un élément qui est complexe à concevoir, complexe à mettre au point et parfois complexe à utiliser correctement. D'ailleurs, pour le coup, Porsche s'est cassé un petit peu la gueule dessus quand ils ont commencé à bosser sur un moteur en vue d'une arrivée en Formule 1 il y a de cela déjà quelques années, qu'ils ont finalement abandonné. Sauf que on gaspille pas chez Porsche. La prochaine 911 T hybride embarque un moteur électrique sur le turbo. Voilà, c'est un MGUH. 15 chevaux de puissance déployée, c'est pas ouf, hein. Mais voilà, ça vient clairement pas des 24 heures du Mans, ce système, ça vient de la Formule 1, ou en tout cas de leur tentative d'aller en Formule 1. Donc pour 2026, et c'était une des grandes conditions d'Audi pour entrer en Formule 1, plus de MGUH sur les moteurs. Alors c'est pas mal parce que ça décomplexifie quand même les moteurs, on verra peut-être la réapparition du turbolag en F1, et donc le fait que les pilotes doivent avoir beaucoup plus de finesse avec l'accélérateur, mais je vais être tout à fait honnête, je pense que ça sera bien plus faible que ce à quoi on s'attend. Vous attendez pas forcément à des trucs en mode Ayrton Senna dans les années 80. Quoi. Deuxième grosse condition technique, hein, et ce n'était pas que pour Audi mais les autres motoristes aussi, c'était le fait d'avoir des moteurs 50-50. 50% thermique, 50% électrique en termes de puissance. On veut pouvoir bosser sur l'électrique parce qu'en 2035, en Europe, ce sera interdit aux constructeurs automobiles de vendre des voitures thermiques. Sauf conditions exceptionnelles, genre série ultra limitée, il me semble, mais bon, vous me corrigerez dans les commentaires. D'après ce que j'ai lu, la mesure, elle n'est pas gravée dans le marbre pour le coup, ça fait un peu des va-et-vient, car c'est pas juste une question écologique, mais ça entraîne un réel changement industriel de très grande ampleur qui pourrait avoir beaucoup de conséquences sur l'économie, donc c'est chaud. Alors tout ça, c'est un autre sujet qui est très complexe, mais 2035, si on tient tout ce qui est dit à date, la réalité, elle va vite nous rattraper. Et je dis pas qu'il faut rien faire, bien au contraire, hein, mais ce serait bien de pas rajouter encore plus de merde dans laquelle on se retrouve déjà. Voilà. Alors on peut ajouter aussi qu'on aura un carburant 100% durable en Formule 1, ce qui donne un challenge supplémentaire sur la partie thermique pour le coup. La combustion d'un carburant durable ne réagit pas tout à fait pareil, hein, et donc pour en tirer le maximum d'énergie, va falloir bosser un petit peu sur ce qu'on appelle la boucle d'air du moteur, mais bon, globalement, il n'y a rien d'insurmontable, hein, c'est juste un peu de taf, quoi. Bon alors du coup, tout ça, ça a foutu un sacré bordel, à tel point que le règlement technique qui concerne le châssis et l'aéro a été revu pour permettre à ce moteur de fonctionner correctement. Donc au lieu de juste se faire un moteur, on se retrouve à devoir faire un nouveau moteur et repartir de zéro sur la partie châssis. Bon évidemment ça a quand même quelques avantages puisque les voitures seront un poil plus petites en taille que les paquebots actuels, mais ça reste quand même des paquebots les trucs. Hein. Donc oui, pour que Audi rentre en Formule 1, ça a fait le forcing pour retirer le MGUH, barrière technique pour les nouveaux, et tout le monde s'est mis d'accord sur le fait d'avoir des moteurs technologiquement intéressants et utiles pour monsieur tout le monde. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de si c'est utile ou non, et ce que devrait être ou ne pas être la Formule 1 aujourd'hui, c'est pas le sujet, et on l'avait déjà plus ou moins traité en vidéo il y a quelques mois. Bon, on a vu la première raison technique, maintenant la deuxième raison pour que Audi arrive dans la catégorie reine, c'est la plateforme médiatique incroyable que représente aujourd'hui la Formule 1. Mais c'est the place to be, ok ? Aucune autre catégorie ne peut se targuer de faire autant d'audience. C'est bien plus que le WEC, bien plus que les 24 heures du Mans qui sont pas en reste, hein, c'est largement pas du tout ridicule les 24 heures du Mans, mais la Formule 1 c'est présent la moitié de l'année, 24 fois le dimanche, d'accord? Donc en termes d'exposition, mais c'est une dinguerie. Il n'y a pas mieux pour un constructeur automobile. Et alors en plus ça permet de toucher plein de marchés assez intéressants, je pense aux États-Unis, à l'Amérique latine, d'asseoir un peu plus sa place au Moyen-Orient. Bref, en vrai c'est top, ça permet aussi de se battre avec des concurrents directs comme Mercedes, qui ont longtemps dominé en plus la catégorie, mais aussi de se battre contre Ferrari, qui est un vrai mythe de l'automobile.
Et donc l'histoire que l'on raconte est quand même beaucoup plus intéressante que est-ce que cette année Audi va perdre les 24 heures du Mans, comme c'était le cas il y a quelques années. Enfin, troisième et dernière raison pour venir en Formule 1 pour Audi, qui est peut-être moins perçue par le grand public, mais ça peut se résumer à faire un coût financier. Parce que la F1 se porte bien, les sponsors sont nombreux, l'exposition médiatique est énorme, les budgets plafonnés permettent de contrôler justement les coûts et donc les écuries arrivent à faire des bénéfices. Naturellement, chaque écurie de Formule 1, parce qu'elle détient un engagement en Formule 1, a une grosse valeur puisque ça se trouve nulle part ailleurs. On ne peut pas rentrer autrement en Formule 1 aujourd'hui qu'en rachetant justement une écurie. Sauf si tu t'appelles General Motors et que tu as la justice américaine de ton côté pour forcer la Formule 1 à t'admettre en tant que 11e écurie sur la grille. Tout ça sur un fond de loi antitrust. En fait, c'est un vaste sujet dont on reparlera bien évidemment en vidéo, mais ne vous faites pas avoir, la Formule 1 ne voulait pas d'une 11e écurie et le vieux statement noir sur blanc dégueulasse en témoigne, autrement on aurait fêté en grande pompe l'arrivée d'un des plus gros constructeurs du monde avec, je sais pas, un événement sur un grand prix, des vidéos un peu sympas, etc., etc. Ceci étant dit, pour nous les fans, c'est quand même plutôt cool. Avec de bons investissements, il y a clairement une plus-value à faire sur quelques années, car maintenant la valeur des écuries atteint parfois le milliard de dollars. C'est énorme. Donc racheter une écurie, même 500 millions de dollars, vous avez le potentiel de faire de l'image, de développer une technologie qui peut vous être utile pour vos futures voitures de route. Et puis en faisant les bons investissements et en essayant d'être pas trop mauvais en Formule 1, vous pouvez attirer les bons partenaires et vous pouvez sortir du F1 Circus, probablement avec un joli bénéfice financier à la clé. Bon alors tout ça c'est dans le meilleur des cas, ça n'est pas encore arrivé, mais on a clairement une course à l'optimisation de chaque structure en Formule 1 aujourd'hui. Déjà de 1 pour être compétitive en piste et puis de 2 pour pouvoir en faire un actif financier qui rapporte de l'argent et qui va augmenter de valeur avec le temps, probablement, très certainement même. Dans ce cas-là, je pense à Dorilton Capital qui a repris Williams en 2020 quand ça valait encore un peu peanuts, d'accord? Et qui a fait pas mal d'investissements, même si Colapinto et Albon ne ramènent pas les voitures à la fin de chaque Grand Prix. Globalement, ça a bien pris en valeur grâce au boulot de James Valls et ça va continuer de prendre en valeur. Et dans le cas de Audi, eh bien, on a repris ce qu'il y avait d'intéressant sur le marché en 2022, c'est-à-dire Sauber, qui était pas ouf, mais qui avait un potentiel intéressant parce qu'ils avaient déjà des belles infrastructures. Alors, on estime que ça leur a coûté à Audi 600 millions de dollars tout de même pour racheter Sauber, ce qui est pas rien. Et donc, il va falloir investir quand même dans ces infrastructures à Hinwil, en Suisse, mais aussi à Neubourg, en Allemagne, pour la partie moteur, qui là aussi va coûter plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, entre infrastructures, matériel, recrutement, etc., il y a un sacré taf, et il y a un chéquier à sortir. Parce que, encore une fois, Audi fait son propre moteur. Alors, j'ajoute aussi que Audi fait le forcing pour que la FIA leur octroie justement une marge supplémentaire sur le budget plafonné, puisque la masse salariale en fait partie. Et si vous avez bien suivi, Hinwil, c'est en Suisse. Et en Suisse, les salaires, ils sont plus élevés et donc coûtent plus cher sur le budget. Logique. Donc avoir une marge supplémentaire, ça me dérange pas, sachant que les salaires dans le cost cap sont indexés sur l'inflation et le taux de change du dollar. Donc du coup, c'est assez fair-play pour tout le monde à ce niveau-là, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça. Notez quand même aussi que le budget plafonné va augmenter pour permettre un développement convenable pour les voitures de 2026. On va passer de 135 millions de dollars à 215 millions de dollars par an. Un peu moins de 100 millions de dollars à rajouter pour maximiser le développement. Encore une fois, je pense pas que toutes les écuries vont forcément pouvoir le faire. Je pense notamment les écuries de bas de plateau. Justement, vous allez comprendre aussi pourquoi Audi a ouvert encore un peu plus le chéquier que ce à quoi on s'attendait. Et si d'apparence, c'est plutôt une belle preuve d'engagement en Formule 1, c'est pas du tout ce qui s'est passé en coulisses. Début 2024, on nous annonce qu'Audi pète les plombs et change son plan pour reprendre Sauber. À l'origine, Audi devait seulement racheter à hauteur de 75% le groupe Sauber, 25% chaque année depuis 2022 et devenir majoritaire pour faire
un peu ce qu'ils voulaient de leur projet. Mais du coup, à qui appartenaient les 25% restants? Eh bien, les 25 derniers pourcents appartenaient à un certain Finn Rausing, un milliardaire d'origine suédoise dont le grand-père a inventé les technologies d'emballage aseptique. C'est grâce à ça que vous pouvez mettre votre lait d'avoine dans votre thé matcha depuis une brique en carton et non plus une bouteille en verre comme dans les années 30. Non mais sans blague. Alors vous allez me dire, quoi, encore un milliardaire en Formule 1? Mais attendez, mais on en a partout et on les voit jamais. Alors c'est normal, lui il veut être le plus discret possible. Rausing, lui, il est rentré dans le F1 Circus, comme on dit, en 2016 et a racheté Sauber à Peter Sauber, le fondateur. Alors est-ce qu'il est passionné de F1? Oui, hein. Il passe quelques heures chaque semaine à discuter avec les ingés à Inville et puis il va sur les Grands Prix sans qu'on s'en rende compte. Du moins ça c'était avant. Bon, mais du coup, le Finn, il s'est fait un max de blé puisqu'il a racheté Sauber il y a pas loin de 10 ans, je pense, et Audi a tout repris, finalement, en début 2024. Vous allez me demander pourquoi Audi a voulu tout reprendre, du coup. Alors non, ce n'est pas pour montrer son engagement le plus total pour le projet Formule 1. Au contraire, ils ont forcé un peu pour reprendre ces 25%. Car Finn Rausing et Audi n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur le projet F1. Rausing a nommé ses propres collaborateurs pendant que Audi nommait les siens. Audi a nommé Andreas Seidl en tant que CEO, c'est l'ancien team principal de McLaren ou de Porsche en endurance par exemple. Et Rausing, lui, a nommé Alessandro Alunni Bravi, qui est le représentant de l'équipe devant la presse sur les Grands Prix, et on n'avait pas de team principal à proprement parler. Et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc Rausing pouvait faire un peu le blocage en coulisses d'un point de vue plutôt politique sur les choix d'investissement et de travail pour faire progresser l'écurie, que ce soit l'équipe de course qui va sur les Grands Prix ou les infrastructures pour la performance future et le développement de la structure qui est le projet Audi Sauber. Donc en mars 2024, Audi fait le move et rachète les 25 derniers pourcents à Finn Rausing pour prendre le contrôle total de l'écurie. Alors ça a l'avantage quand même de raconter une belle histoire qui est assez positive pour un œil un peu moins averti de la situation. On a l'impression que oui, Audi est vraiment sérieuse et engagée pour son projet F1. Mais si c'est joli pour l'histoire, c'est vraiment pour résoudre un problème interne qui bloquait le projet. Et du coup, c'était un peu la merde. Sauf que malheureusement, c'était pas le seul blocage dans le projet. On a eu une autre lutte de pouvoir, cette fois-ci chez Audi directement. Et ça va vous faire penser à une autre écurie sur la grille en ce moment en Formule 1. Alors Andreas Seidl a été nommé par Audi début 2023 pour gérer l'implication de la marque Ozzano en Formule 1. Donc on parle de tout le projet ainsi que l'écurie de course, futur Audi F1 Team si vous préférez. En vrai, méga bon choix, hein. Expérience de McLaren, il est déjà passé dans le groupe Volkswagen avec Porsche en endurance, bref top, ça coche toutes les cases, c'est bien. Donc le Andreas, il bosse pour vraiment préparer 2026 en coulisses. Ça passe par recruter les bonnes personnes, investir là où il faut, aller chercher des partenaires, et maintenant que Andreas a le champ libre parce que Rausing pose plus de problèmes, allez, go, on peut y aller. Seidl, un peu à la manière de James Valves chez Williams, s'est beaucoup concentré, si ce n'est uniquement, sur le projet 2026 en partant du principe que la performance de l'équipe de course qui dispute les Grands Prix en 2024 et en 2025 n'avait pas ou peu d'importance. Et du coup, chez Audi, on a commencé doucement à se dire que ça sentait pas très bon parce que l'équipe de course est en train de sombrer niveau performance et c'est là où le bas blesse. Et la comparaison avec James Valves s'arrête net. James Valves, lui, fait progresser de concert l'organisation Williams dans sa globalité, usine et équipe de course. Là où Seidl s'est concentré beaucoup sur le côté usine et pas beaucoup sur le côté équipe de course. Sauf que l'un va pas sans l'autre en fait. Les deux s'enrichissent l'un et l'autre de leur travail. L'usine a besoin des retours de l'équipe de course et l'équipe de course a besoin de comprendre comment l'usine et où l'usine veut aller, etc. pour pouvoir donner de la... Enfin, je sais pas, ça me paraît normal quoi. Bon alors, dans le même temps, le personnel de l'équipe de course, lui, fait ce qu'il peut. Hein. Mais c'est la descente aux enfers qui est pour l'instant assurée. En 2022, ça passe, on est encore sur le management de Fred Vasseur. 2023, ça commence à tomber doucement et ça commence un peu à puer. Et puis alors là, cette année, c'est une catastrophe absolue. L'exécution des week-ends, elle est mauvaise. Je sais même pas s'ils peuvent faire de la stratégie tellement la voiture est à la ramasse. Joe, c'est le seul pilote à avoir régressé cette année, mais vraiment, hein, on a l'impression qu'il ne sait plus piloter le gars. Très certainement à cause de la bagnole. Hein. Bottas, il est bon dernier du classement pilote derrière Logan Sargent qui lui ne roule même plus en Formule 1.
C'est un shit show, mais de l'enfer, quoi. Ajoutez à cela les développements qui ne fonctionnent pas, et à vrai dire, c'est tellement sombre que je sais même pas quel est le problème de la voiture et par où faudrait qu'ils commencent, les pauvres gens, même eux, ils savent pas, je pense. On est juste avant Las Vegas, quand je tourne cette vidéo, et s'il marque juste un point sur ces derniers Grands Prix, là, sur les 3 derniers Grands Prix, même si ça change rien au classement constructeur, mais ce sera un miracle. Mais un miracle. Mais sinon, mais quel enfer pour cette équipe. Alors tout le problème, c'est que cette équipe de course sert aussi de baromètre pour savoir ce qui se passe en coulisses pour tout le monde. Le public, la presse et surtout les potentiels futurs salariés qui peuvent y voir un projet intéressant. Et donc les mauvais résultats de Kick Sauber F1 Team ont aussi de très lourdes conséquences sur le projet Audi F1 et son futur. Alors chez Audi, on a nommé Oliver Hoffmann, l'un des deux qui avait débâché le show car à Spa en 2022 pour l'annonce de l'arrivée d'Audi en Formule 1, en tant que PDG de toutes les sociétés Sauber, histoire de veiller que ça parte pas trop en sucette non plus. Et donc du coup, Andreas Seidl n'est plus le seul point de contact pour Audi. Maintenant, on rajoute Hoffmann pour double-check les décisions, challenger un peu Seidl, etc. pour savoir si c'est bon, si on a raison ou pas, etc. Et alors tout ça, ça rajoute effectivement une complexité dont il faut absolument se passer en Formule 1 pour le coup. Bon, et alors, big problème, c'est que Hoffmann et Seidl se sont mais alors pas du tout entendus sur les décisions à prendre et les investissements et les autres programmes, etc. à mettre en route pour faire évoluer toute l'organisation. Et ça concerne autant l'usine châssis à Hinwil que l'usine moteur à Neubourg, d'accord? Et le résultat, c'est que on passe plus de temps à s'engueuler pour savoir quel cap on choisit. Et donc, du coup, comme on n'a pas choisi de cap, on fait du surplace. Cette deuxième lutte interne permet de comprendre encore un petit peu plus pourquoi les résultats en piste sont si médiocres aujourd'hui. Entre Rausing, Seidl, Hoffmann, la peur d'Audi de la non-progression de l'équipe de course, ça commence à faire beaucoup de blabla, pas beaucoup de décisions pour agir et donc pour progresser. Et soit dit en passant d'ailleurs, les rumeurs courent depuis un petit moment que techniquement, le développement du moteur se passe pas bien comme prévu. Après, encore une fois, c'est quand même très difficile de s'en rendre compte de l'extérieur parce que il faudrait quand même l'avis de ceux qui bossaient déjà en Formule 1 sur de la partie moteur par exemple, et qui sont allés chez Audi pour vraiment avoir un retour d'expérience déjà valable. Et ce genre de personnes ne va pas commencer à tirer sur leur propre projet, pour le coup. Alors d'autant plus que Audi dit cocher tous ses objectifs, mais c'est ce qu'ils disent et c'est la partie de l'histoire qu'ils peuvent contrôler. En revanche, on peut s'attendre à un gap avec les autres motoristes simplement du fait d'avoir moins d'expérience dans le réel par rapport aux autres concurrents actuels sur le domaine de la Formule 1. Et ce gap qui est un petit peu naturel entre guillemets, va falloir le réduire au plus vite. Tant que le moteur n'aura pas roulé, on ne sait pas ce qu'il vaut, encore une fois. En revanche, voir une organisation passer son temps à se chamailler sur quoi faire, ça ralentit quoi qu'il arrive la progression et potentiellement la qualité du moteur et aussi du châssis par exemple. $600 millions pour racheter Sauber, quelques centaines de millions de plus pour l'usine moteur et le projet 2026, des investissements à faire à Hinwil, du recrutement et on n'a même pas encore parlé des pilotes. Ça fait beaucoup d'argent dépensé déjà et la voiture a même pas encore roulé ou alors on fait rouler une merguez. Alors on avait une image sérieuse d'écurie débutante qui se placerait peut-être plutôt un challenger assez vite et qui méritait un beau line-up pour le coup. Je le rappelle, tout ça c'est basé essentiellement sur de l'image et quelques actes. C'est au moment de l'annonce d'Audi en Formule 1. Sauber, à l'époque, c'est bof avec du potentiel. Il y a quelques infrastructures bien cool, mais voilà, ça n'a pas encore sombré, quoi. On a donc parlé de Nico Hülkenberg qui a été assez vite recruté et qui restait un très bon move à l'époque, que ce soit pour lui ou même pour Audi, parce que Hülkenberg apportait un peu plus de sérieux, d'assurance sur le projet Audi, une sorte de garantie. Ils n'ont pas pris un no-name absolu, tu vois, sorti de nulle part, donc ça donnait une sorte de corde supplémentaire à l'arc d'Audi pour aller taper dans le mille. C'est-à-dire aller chercher Carlos Sainz. Alors, le fait que Sainz prenne tout son temps pour étudier la proposition d'Audi était déjà un premier revers, parce que on était beaucoup, voire tous, à se dire que c'était très certainement un bon transfert d'aller chez Audi, qui n'avait pas spécialement besoin de réfléchir. Et donc, le fait d'attendre fait naître forcément des doutes et baisse automatiquement la cote d'Audi parce qu'on se dit, s'il réfléchit, c'est que c'est probablement la merde. Il y a un truc qui doit pas bien se passer. Alors le revers est encore plus violent puisque finalement Sainz a préféré aller chez Williams, d'accord, qui est pas du tout un projet d'un constructeur automobile,
qui est plutôt une petite écurie, qui est encore dans le dur, mais qui est assurément sur la bonne voie pour le coup. Et donc avec ça, la cote d'Audi s'effondre en fait. Ça donne un signal méga fort à toute la Formule 1. Un gros pilote du calibre de Sainz préfère une petite écurie plutôt qu'un gros constructeur, et du coup, forcément, tout ça, ça va influencer automatiquement tout le personnel qui avait envie de bouger pour aller chez Audi, etc. Alors, il y a eu un autre petit revers qui est passé un peu plus inaperçu parce que la décision a été prise avant Carlos Sainz, mais le deuxième sur la liste d'Audi pour un baquet, c'était Esteban Ocon, qui a préféré aller chez Haas sans savoir qu'il y avait le partenariat Toyota dans les tuyaux, d'accord, au moment de sa signature. Donc Ocon, deuxième sur la liste, a préféré signer chez Haas sans savoir qu'il y avait Toyota plutôt que Audi. Ok. Maintenant, en cette année 2024, on peut aussi ajouter l'évolution de l'écurie depuis le rachat progressif d'Audi en 2022, que ça aille dans le bon comme dans le mauvais sens, hein. C'est un autre indicateur. Et on va être honnête, il n'y a aucun plaisir à se retrouver tout au fond de la grille en 2025. Hein. Hülkenberg a déjà signé, donc voilà, avant de voir à quel point l'écurie s'était enfoncée, mais bon, ça c'est un autre problème. Et Bortoleto, lui, il n'a pas refusé, hein, parce qu'une place en Formule 1 pour un jeune, ça se refuse jamais. Tu la prends, tu te tais, même si tu as une merguez entre les mains. Alors, on a de plus en plus peur pour le projet, on a beaucoup de voyants qui clignotent dans tous les sens et qui disent « ça pue ». Non, là, ça pue, là. Autre gros problème, l'argent. Si on fait les comptes, on n'est pas loin d'1 milliard de dollars de dépensés entre le rachat, le programme moteur, les investissements et le personnel, hein, globalement. Alors, on pourrait se dire, mais Audi, ils ont les poches pleines, c'est un gros constructeur, ils font partie du groupe Volkswagen, quoi. Putain, ils sont solides, les mecs. Alors oui, mais non. Le groupe Volkswagen se remet du scandale du Dieselgate, amende de 4,3 milliards de dollars à éponger. Ensuite, on a deux autres problèmes. Le passage électrique qui est un défi industriel sans précédent. Et les ventes dans les marchés extra-européens, entendez par là surtout le marché en Chine par exemple, qui se vautrent la gueule, d'accord? On prévoit une perte de 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la vente des voitures en comparaison avec 2023. Dans le groupe Volkswagen, ce qui est absolument énorme. Alors juste un petit aparté sur la Chine, si vous suivez un peu l'économie, vous savez probablement que le marché du luxe s'effondre cette année, et c'est même plutôt une tendance depuis 2021. En fait, tout simplement, le dirigeant chinois, Xi Jinping, a commencé une campagne de luxury shame. Alors, entendez par là, on revient aux fondamentaux du communisme et le concept de la prospérité commune. C'est même passé par le simple fait de ban quelques influenceurs qui exposaient un petit peu trop leur style de vie fastueux et opulent là. C'est pas très communiste, donc ça dégage. Alors concrètement, le secteur du luxe le plus touché est celui qui s'adresse à la classe moyenne chinoise. Donc on va parler des marques que nous on appellerait plutôt premium entre guillemets, plutôt que des marques de luxe que l'on a en référence chez nous. Donc oui, en fait, si on doit vraiment schématiser assez grossièrement et prendre un gros raccourci parce que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais Audi est impacté par les ventes en Chine et Ferrari l'est beaucoup moins. Mais les deux marques s'adressent à des typologies de clients qui sont différents. Mais tout n'est pas perdu pour Audi, vous allez voir, on va en reparler. Bref, revenons un peu à nos moutons. Tous ces éléments, et quelques autres d'ailleurs, comme le fait d'avoir une autre amende de 2 milliards d'euros qui pend au nez du groupe Volkswagen, là. Parce que si en 2025 ils mettent pas le paquet sur l'électrique, ça risque de tomber. Tout ça, ça marque un énorme tournant dans l'entreprise. Donc autant vous dire que du pognon, on n'en a plus tant que ça. Et le contexte économique pue la merde. Désolé, mais il faut dire ce qui est. Et donc du coup, Volkswagen commence à mettre en place un plan d'austérité pour faire des grosses économies un peu partout, sinon ça va vers la banqueroute tout simplement. Ça passe donc malheureusement par une potentielle fermeture de 3 usines directement en Allemagne et potentiellement supprimer 20 000 emplois. Et avec ça, on aura forcément une baisse des salaires, bref. On coupe partout où on peut parce que, encore une fois, c'est vraiment la merde. Bon, dans ce contexte, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin pour vous dire que lâcher 600 millions de dollars pour une écurie catastrophique comme Sauber et embrayer sur un moteur de Formule 1 de plusieurs centaines de millions d'euros, fait maison pour faire mumuse sur une piste un peu partout dans le monde 24 fois par an et être dans Drive to Survive, est-ce que c'est la priorité du groupe Volkswagen? Je ne pense pas. Ou en tout cas, si c'est le cas, c'est la merde. La F1, c'est de la com et du marketing pour un groupe automobile. Bref, on parle, mais en attendant,
le temps il file parce que pendant que Audi se prenait la tête avec Raikkonen, que Seidel faisait un petit peu qu'à sa tête avec Hoffman et que l'écurie sait plus trop quoi faire, il s'est passé quasiment 2 ans. D'accord, 2 ans. Et pendant ces 2 ans de chamaillerie, aucun cap clair ou aucune vision claire n'a été donnée et surtout incarnée par un management fort. Et c'est quand même la base d'un projet pour le coup, ça, une vision, un cap, tu vois, surtout de cette ampleur quoi. Et jusqu'à présent, il était plutôt flou et les plans d'action presque inexistants pour avancer. James Valls, typiquement, c'est le seul maître à bord et il donne un cap et il permet à tout le monde de marcher dans la même direction en ayant des rôles bien précis. Bref, il bosse sur la culture de Williams depuis son arrivée en 2023. La culture, c'est l'élément le plus difficile à mettre en place puisque c'est du psychologique, c'est de l'humain, c'est complexe et ça joue sur les émotions qui sont pas rationnelles, qui sont pas vécues par tout le monde de la même manière. Et donc, on peut pas gagner sans la culture adéquate dans une écurie de Formule 1. Vous avez beau avoir la meilleure bagnole, si vous n'êtes pas capable de la monter correctement et de la faire rouler au mieux, vous n'allez pas gagner. McLaren, justement, là, est en train de l'apprendre sur le tas cette année, on en a déjà parlé, mais il y a un gros travail qui a été fait quand même depuis McLaren Honda. Williams, il travaille depuis 2023. Alpine, en revanche, ça se tire dans les pattes depuis le début. Et Sauber, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais bon, vous avez vu que ça puait un peu la merde. Je vous laisse me dire, dans les commentaires, dans quelles écuries, entre ces 4-là qu'on vient de citer, vous auriez le plus envie de travailler, indépendamment de vos préférences sportives, évidemment. Voilà, si vous avez envie d'avoir un job qui vous plaît. Alors, Otmar Szafnauer disait dans un récent podcast que sa priorité était de créer une atmosphère où l'on avait envie d'aller bosser le matin. Une happy place, quoi. Le happy manager, si tu préfères. Alors, je sais pas s'il a réussi partout où il est passé, mais on peut pas le contredire. C'est essentiel, en fait, ce genre d'environnement. En revanche, ça suffit pas du tout clairement pour aller gagner. C'est pas ça qui fait gagner. À toute cette culture, faut évidemment ajouter la brique compétition, la déception de perdre, de se relever sans s'accabler, de prendre le temps de célébrer aussi les petites victoires, mais aussi de ne pas se reposer sur ses acquis et ses lauriers et être toujours vigilant de ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est tout simplement et d'être toujours en danger, de se remettre toujours en question. Et ça, c'est un taf qui est monstrueux. Quand vous regardez la domination de Mercedes, certes, elle est technique, financière, elle est aussi due aux pilotes, mais ils avaient une culture absolument incroyable pour maintenir un niveau de compétitivité aussi indécent aussi longtemps. Alors on voit toujours cette domination Mercedes en mode le plus dur c'était de construire un super moteur, une super bagnole, etc. Alors oui, mais en fait une fois arrivé en haut, le plus dur c'est d'y rester aussi longtemps et de fauter aussi peu jusqu'à fin 2021. Je suis désolé, mais Mercedes faisait une erreur ou deux grand max par saison. Donc chez Audi, on n'a pas vraiment la happy place. Personne n'a envie de faire P19, P20 toute la saison avec une voiture catastrophique. On n'a pas de cap ou de vision claire. Pas spécialement une culture qui ressort, encore moins affiliée à ce que pourrait représenter Audi et ses valeurs. Et donc, on a encore moins cette culture de la compétition a priori, parce que c'est une brique que tu viens rajouter par-dessus toutes les fondations. Et là, elles y sont pas, donc Alors, ça veut pas dire que les gens dans l'équipe bossent pas, pour le coup. C'est juste que y a pas de synergie comme ça devrait l'être. Et donc, il a fallu trancher dans le vif, comme dirait l'autre. Et ça s'est produit cet été. Audi en a eu marre et comme choisir c'est renoncer, on a préféré ni croire Seidel ni croire Hoffman, il y a trop d'ego, on dégage tout le monde et on prend quelqu'un d'autre. Ce sera plus simple. Audi annonce en juillet dernier donc Mattia Binotto en tant que CEO et CTO de Sauber pour s'occuper du projet de manière opérationnelle. Pour la partie business, on prend le CEO d'Audi, Gernot Döllner, et on lui attribue la présidence de Sauber. Parce que Binotto, il ne peut pas cumuler tous les rôles. Alors avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment le management va marcher chez Audi, Binotto est allé faire du recrutement dans tous les sens car depuis 2 ans, trop peu a été fait selon Audi et selon Gernot Döllner. Binotto est donc allé chercher un certain Jonathan Whitley, le directeur sportif de Red Bull, pour le prendre en tant que team principal pour Audi. Et il a fait venir l'ancien directeur de la stratégie chez Ferrari, Iñaki Rueda, ou encore Gianpaolo Dallara, qui avait quitté Sauber en 2006 et où il était responsable de l'ingénierie de course. Donc il y a quand même du monde un peu technique qui ont occupé des gros postes qui arrivent. Enfin. Et donc voici comment ça va fonctionner chez Audi. Alors Döllner, lui, il est là pour valider les très grosses décisions stratégiques du style investir dans une nouvelle soufflerie,
investir dans un nouveau simulateur, bref, tout ce qui va concerner Audi d'un point de vue structurel, si tu préfères. Globalement, il ne devrait pas mettre le nez dans les affaires plus opérationnelles, qui est donc le périmètre de Mattia Binotto. En fait, si vous préférez, c'est un peu un Laurent Rossi qui reste en retrait pour laisser les gens qui savent faire de la F1 faire de la F1, tout simplement. Mais c'est bien lui qui fait le lien entre le conseil d'administration d'Audi et l'écurie pour faire un peu tampon d'une certaine manière. Le projet F1, il est indépendant, il est géré de manière autonome, entre guillemets. Tant mieux, c'est comme ça que ça doit rester et on verra si c'est le cas quand il y a des moments difficiles parce que c'est dans ces moments-là où on a envie de remettre les mains dans le cambouis. Du coup, Mattia Binotto sera un peu la pierre angulaire de tout le projet parce que lui, il va faire en sorte que l'usine châssis à Hinwil et l'usine moteur à Neubourg travaillent harmonieusement et donc demandera à Döllner les investissements nécessaires pour les infrastructures, etc. par exemple. Un peu comme pour Hayao Komatsu chez Haas, le cheval de bataille, c'est la communication entre les différentes usines, Hinwil et Neubourg, qui n'a pas du tout été optimisée, bien au contraire, depuis le début du projet. Et ça passera par un travail de process et d'organisation profond pour créer une synergie qui est forte au sein du projet et pour enfin avancer. Alors du coup, Jonathan Whitley sera le team principal et donc fera fonctionner l'équipe de course, donc toute l'équipe qui va sur les Grands Prix, donc de tout ce qui est de l'opérationnel, pouvoir faire performer l'équipe sur les Grands Prix, dire ce qui fonctionne ou pas à Binotto, et donc Binotto aura la charge de trouver la performance qui manque à Whitley, que Whitley aura identifié si vous préférez. Les recrutements pour des postes clés, ça avance, la hiérarchie, elle est actée, et surtout, tous les rôles sont clairement définis et ne sont pas redondants, donc il n'y a pas un millefeuille administratif de merde, donc personne ne va se marcher dessus. Alors, le seul problème auquel peut faire face cette structure, c'est l'ego de l'un des top managers qui commence à marcher sur le gazon de l'autre, et ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense, surtout s'il n'y a pas de progrès, mais sur le papier, je trouve que franchement ça le fait. Alors Jonathan Whitley, lui, va prendre son rôle de team principal à partir de mi-2025, donc c'est pas encore pour tout de suite que la structure sera en place et commencera vraiment à bien fonctionner. Bon, donc du coup, on a revu les objectifs de manière plus réaliste, vu le retard qui a été pris, et non, Audi ne gagnera pas sur ses 3 premières saisons en Formule 1, donc 2026, 27 et 28. Ça va prendre évidemment plus de temps, et tout ce que l'on s'est dit jusqu'à présent appuie cet argument. Voilà, donc on parle de long terme, de plusieurs années, bref, on avance d'abord et on verra ensuite. Et en vrai, c'est plutôt un bon réflexe, c'est un réflexe qui est très sain pour une écurie de Formule 1 qui débute. Bon, on a vu que ça y est, le projet a une vision claire, un cap, un objectif global plus réaliste et surtout on bosse sur des objectifs de moyens pour faire progresser la structure interne, comme chez Williams. C'est pour ça que Binotto n'est pas team principal aujourd'hui, il y a suffisamment de boulot à l'usine comme ça, et ça va probablement rester comme ça encore pour un petit moment, je pense, jusqu'à ce que Jonathan Whitley arrive peut-être. Alors maintenant, faut trouver des solutions sur le plan financier parce que c'est quand même la merde. Et ça, c'est le taf de Gernot Döllner. Donc pour pas qu'on mette la clé sous la porte, il va falloir booster les ventes de voitures, notamment en Chine par exemple, et trouver un partenaire qui va mettre du pognon en Formule 1, dont l'argent servira pour les futurs investissements de la marque Ozano en Formule 1 ou pour financer tout simplement des saisons. En Chine, Audi vient de s'allier à SAIC Motor Corporation, je suis pas sûr de la prononciation, qui est une entreprise automobile de l'État chinois directement. Et donc ensemble, ils vont créer une nouvelle marque qui s'appelle Audi, en lettres capitales sans les anneaux. Mais c'est vraiment une marque toute nouvelle. Je rigole pas, hein, pour le vrai, c'est dead serious, hein, premier degré. C'est donc ce que l'on appelle une association d'entreprises, une joint venture, pour récupérer une bonne partie du marché chinois. Et c'est là que le luxury shame dont on a parlé tout à l'heure peut prendre un autre niveau de lecture. On ne veut plus du luxe ostentatoire, mais plutôt du luxe discret. Et encore une fois, il faut bien comprendre qu'on parle de premium pour nous. Et au lieu d'une Audi, on va prendre une voiture dont la marque fait moins référence à du luxe entre guillemets ou du premium. Et une marque nouvelle, si possible chinoise, car on contribue à la prospérité commune, mesdames et messieurs. On est en Chine. La Chine s'est développée et aujourd'hui, ils sont capables de faire du vrai premium, en vrai compétitif. Et ces nouvelles marques chinoises de voitures rentrent en concurrence de plus en plus directe avec Mercedes, BMW, Audi par exemple. Le vrai but derrière le luxury shame de Xi Jinping, c'est de faire en sorte que les Chinois achètent chinois, tout simplement.
Alors cela fait donc sens de s'associer avec un constructeur chinois. Audi va amener quand même du savoir-faire premium européen qui reste quand même le meilleur aujourd'hui pour le moment, ça reste un atout, et SAIC Motor Corporation, je ne sais plus comment on dit, va apporter la connaissance du marché chinois, l'écosystème technologique nécessaire en Chine. Enfin voilà, toute la connaissance, c'est la base de comment on fait les choses en Chine. Et en fait, surtout, ça va libérer un rempart protectionnisme pour le groupe Volkswagen où tout le monde est gagnant. Surtout la Chine, mais où tout le monde est gagnant. Alors, je suis curieux de savoir comment ça va se passer pour Ferrari, par exemple, surtout qu'on parle de plus en plus de la signature de Guan Yu Zhou en pilote de réserve. Je suis certain que c'est pas du tout anodin, surtout pour tout ce qui va être promotionnel. Ça passera sûrement mieux avec Zhou, on avait déjà parlé en vidéo. Zhou, c'est une méga superstar en Chine. Chez lui, c'est Michael Jordan, quoi. Bon, faire remonter les ventes de Audi, on va dans la bonne direction, mais ça va être forcément un peu de temps avant de vraiment voir un effet durable. Maintenant, pour l'écurie de F1, comment on donne de l'argent à Binotto pour qu'on améliore les usines, les process et puis qu'on finance chez Saison? Comment on va faire? Alors premièrement, on peut aller chercher des sponsors pour financer des mises à jour d'infrastructures, etc. Mais globalement, il faut encore mettre 215 millions de dollars par saison pour la voiture 2026 et 135 millions de dollars pour la voiture 2025. Bon, là, il faut aller un petit peu plus loin que simplement prendre des sponsors. Globalement, les sponsors, ils vont financer les saisons. Et comme Audi détient 100% de Sauber, elle peut vendre une partie de l'écurie pour récupérer de l'argent sur le compte en banque et financer des infrastructures. C'est pas con, ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Alpine ou encore Aston Martin, par exemple. Et dans le même temps, vendre une partie de l'écurie permet de réduire l'exposition financière d'Audi, donc de réduire les risques financiers, si on prend des termes un peu plus simples. C'est ce qu'on veut, vu que c'est la merde dans le groupe Volkswagen. On veut réduire le risque financier, en fait. Et du coup, vers qui on s'est tourné pour enclencher une vente d'une partie de l'écurie? Le Qatar Investment Authority. Alors pourquoi eux? Parce que tout simplement, ils détiennent déjà 17% du groupe Volkswagen. Et donc du coup, ils s'entendent quand même pas trop mal. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, on ne sait pas encore combien le QIA va prendre dans l'équipe, mais on parle d'au moins 100 millions de dollars, pas en dessous a priori, mais il n'y aurait pas un rachat suffisamment gros pour que le Qatar devienne majoritaire dans l'écurie et puisse prendre les décisions qu'ils veulent, etc. et que Audi puisse rien faire. Alors, faut savoir que c'est devenu assez commun en Formule 1 d'avoir des écuries usines, constructeurs automobiles qui ne sont pas propriétaires à 100% de l'écurie. Mercedes, par exemple, n'est propriétaire qu'à un tiers de sa propre écurie de Formule 1. Avec Toto Wolff qui prend un tiers et Jim Ratcliffe, le CEO et fondateur, je crois, d'Ineos, qui prend le dernier tiers. Enfin, dernier élément à résoudre, qui sera à côté de Nico Hülkenberg en 2025? Un pilote sur la grille actuelle, quelqu'un en dehors, une superstar, un jeune loup, bon. On a parlé de Sainz, puis de Ocon, on a eu une rumeur de Magnussen, on pouvait aussi penser à Perez qui se faisait balloter chez Red Bull, ou de Ricciardo qui s'est fait virer, ou encore le fantasme le plus absolu que tout le monde a de voir Sébastien Vettel revenir en Formule 1, ce serait incroyable, mais non. On a été très proche de prendre un Valtteri Bottas avant qu'on commence à avoir quelques petites rumeurs d'un potentiel retour dans la famille Mercedes pour le Finlandais. Et finalement, inspiré probablement par les très belles courses de Franco Colapinto, Audi est allé chercher chez McLaren directement, voilà, leur jeune à eux, Gabriel Bortoleto, l'actuel leader de la Formule 2. C'est certainement l'un des meilleurs pilotes qu'ils auraient pu avoir, je pense. Ils retombent quand même bien sur leurs pattes. Jeune, talentueux, il va avoir 1 an pour se former au métier de pilote de Formule 1 en 2025 parce que il sera au fond de la grille, comme Antonelli par exemple, qui sera moins au fond de la grille normalement. Il va avoir cette fraîcheur et cette naïveté combinée à l'expérience d'Hülkenberg qui peut vraiment aider l'équipe. Et en plus de cela, c'est un pilote brésilien. Et avoir un pilote d'Amérique du Sud, c'est aussi avoir une présence sur ce marché. Et il faudrait pas s'en priver. On coche beaucoup de cases avec Bortoleto, je trouve. Et c'est aussi investir sur une future star qui va grandir avec Audi, à qui on va pouvoir vraiment l'entourer, l'envelopper d'une belle combinaison Audi, quoi. L'histoire à raconter, elle est belle. Alors vous allez me dire, et l'Académie Sauber là-dedans? Théo Pourchaire, la champion 2023 de Formule 2, on s'en fout? Comment ça se passe? Visiblement, ouais, c'est triste, hein. Malheureusement, Bortoleto, il apporte beaucoup plus que Théo sur la table entre sa nationalité, le continent qu'il représente, le fait qu'il soit managé par la structure de Fernando Alonso, le fait qu'il va forcément drainer avec lui des gros sponsors qui vont mettre de l'argent pour payer des saisons.
Que Audi a besoin d'argent pour mener à bien le projet Formule 1, Théo Pourchaire, malheureusement, c'est compliqué, quoi. Alors, oui, j'ai le seum que ce soit pas Théo, mais quand on regarde la situation, il n'y a même pas de réflexion à avoir, malheureusement. Mais en tout cas, oui, l'Académie Sauber, aujourd'hui, pour le moment, ça sert vraiment à rien, quoi. Bon, pour conclure, non, le projet Audi ne bat pas de l'aile et il est même plutôt bien en route maintenant. Il a pris un retard qui est conséquent, oui, qu'ils vont traîner forcément sur quelques saisons, mais les bonnes personnes sont au bon poste avec une structure qui est claire, qui est fonctionnelle. Les pièces du puzzle, elles sont presque toutes en place, notamment avec les pilotes par exemple. Il manque un petit Jonathan Whitley qui arrive. Ils se sont ouverts aussi une première porte de sortie avec le Qatar, mais à l'heure où j'enregistre, c'est encore difficile à quantifier. Au moins, le projet a un risque moins élevé financièrement parlant et le groupe Volkswagen pourrait ne pas être obligé de dépenser des centaines de millions de dollars dans un des pires moments de son histoire, juste pour faire vroom vroom. Ils ont beaucoup de taf pour redresser l'équipe de course et pour rattraper le retard du projet pour arriver sur la grille en 2026 et ne pas être trop ridicule, que ce soit pas trop humiliant pour Audi. Ce n'est pas le projet Audi qu'on imaginait, mais probablement celui qu'il leur fallait pour être en Formule 1. En attendant, l'évolution de Steak en 2025 sur l'exécution d'un week-end, les améliorations qui fonctionnent, les arrêts au stand, les stratégies, ça va être notre baromètre pour savoir s'il y a de l'amélioration dans l'organisation ou pas. Rendez-vous du coup dans un peu plus d'1 an pour prendre le premier tour chrono d'une Audi en Formule 1.